Le 4 juillet, au cœur d'une vague de chaleur qui écrasait Philadelphie, un match de football a pris une dimension bien plus grande que le jeu lui-même. Il est devenu un test grandeur nature. Cette Coupe du Monde, organisée sur le sol américain et placée dans l'ombre même de la Maison-Blanche, peut-elle vraiment garantir l'équité quand l'enjeu devient maximal? Ce soir-là, la France a battu le Paraguay. Mais personne en bleu ne célébrait l'arbitrage. 13 fautes commises fois contre les Français, 0 carton jaune. Et quelque part au siège de la FIFA, un silence qui dure depuis plusieurs jours, sans réponse à la question que tout le monde répète. Comment une équipe peut-elle subir autant de coups et recevoir si peu de protection? Commençons par le décor politique, car cette Coupe du Monde n'a jamais été seulement une affaire de football. Dès que les États-Unis, le Mexique et le Canada ont obtenu l'organisation du tournoi, l'actuel président américain s'est imposé comme un personnage central de l'histoire. Il préside un groupe de travail de la Maison-Blanche chargé de superviser la partie américaine de la compétition. Il s'est opposé publiquement à toute tentative d'exclure Israël à cause de la guerre à Gaza, déclarant que son administration travaillerait, selon ses mots, à stopper complètement toute démarche visant à interdire au pays de jouer. Il a aussi adopté un ton plus souple que prévu sur la participation de l'Iran, une position qui a surpris jusqu'à certains de ses alliés. Dans ce mondial, football et politique n'ont jamais été séparables. Chaque décision arbitrale, chaque but refusé, chaque carton polémique est aussitôt lu à travers une question. Qui en profite et qui reste sur le côté? Car le tournoi lui-même est désormais pris dans les grands affrontements politiques du moment. Dans ce contexte, France-Paraguay est tombé comme de l'essence sur un feu déjà allumé. Le Paraguay arrivait à Philadelphie comme la réussite la plus improbable du tournoi. Il venait d'éliminer l'Allemagne, quadruple championne du monde, au tir au but en 16e de finale, l'une des surprises les plus saisissantes des dernières Coupes du Monde. Face à la France, les Paraguayens sont entrés sur le terrain avec une vraie conviction. Leur plan défensif reposait sur 2 lignes très basses, une pression constante sur le porteur du ballon et une manière d'aborder le contact physique qui, selon les points de vue, relevait soit d'une gestion intelligente du match, soit de quelque chose de bien plus sombre. Kylian Mbappé est devenu presque immédiatement la cible centrale de ce plan. Le capitaine français, déjà auteur de 6 buts dans le tournoi, a été pourchassé encore et encore par les défenseurs paraguayens. Les contacts se sont durcis au fil du match jusqu'à la scène qui a résumé toute la soirée. Mbappé venait déjà de transformer un penalty et d'ouvrir à la France la route des quarts de finale. Le défenseur Juan José Cáceres lui a alors porté ce que plusieurs analystes ont décrit comme un coup de pied volontaire vers le capitaine français. Un geste si évident qu'aucun ralenti n'était nécessaire pour comprendre ce qui venait de se passer. L'arbitre Ilgiz Tantachev l'a regardé directement. Il n'a rien fait, pas de carton, pas d'avertissement, rien. Les commentateurs en direct ont eu du mal à trouver les mots. Une formule a marqué les téléspectateurs. L'absence de carton pour Cáceres dépassait tout simplement l'entendement. Mark Clattenburg, ancien arbitre de Premier League présent en studio, s'est montré beaucoup moins diplomate. Il a jugé l'arbitrage incroyablement mauvais et a pointé, sur l'ensemble des 90 minutes, une série de moments où l'arbitre n'a pas su intervenir face à des tactiques qui, selon lui, visaient délibérément à casser le rythme et la confiance plutôt qu'à rivaliser sur le plan du jeu. 13 fautes, 0 carton, et l'arme offensive la plus dangereuse de la France visait plus que n'importe quel autre joueur en bleu. Mais l'histoire refuse de se réduire à un récit simple de victimes et de coupables, car le Paraguay a lui aussi un grief légitime dans ce même match. À la 65e minute, le remplaçant Désiré Doué a reçu le ballon dans la surface paraguayenne, s'est retourné et a filé vers le but, avant de tomber au contact du défenseur Diego Gomez. Le banc paraguayen a explosé aussitôt. L'entraîneur Gustavo Alfaro a désigné Doué d'un geste sans ambiguïté. Pour lui, le jeune attaquant français était allé chercher le coup de sifflet, non tombé à cause d'un vrai contact. L'arbitre a d'abord laissé jouer, puis l'assistance vidéo est intervenue. La vérification a été rapide.
Andy Davies, ancien arbitre chargé de décrypter l'action pour la télévision américaine, a estimé que les images montraient un croche-pied clair, une faute réelle et un penalty justement accordé. Tantachev s'est rendu devant l'écran au bord du terrain, a revu les images lui-même, puis a désigné le point de penalty. Mbappé s'est avancé et a inscrit son 7e but du tournoi, rejoignant Lionel Messi en tête du classement du soulier d'or tout en le devançant aux passes décisives. C'était aussi le 150e but de la France en Coupe du Monde, un jalon presque passé sous silence, tant tout le monde était occupé à débattre de l'arbitre. La tension n'est pas retombée après le coup de sifflet final. Les supporters français avaient le sentiment que leurs joueurs avaient été exposés pendant 90 minutes sans véritable protection de l'homme au sifflet. Les supporters paraguayens estimaient que leur équipe avait défendu avec cœur et discipline avant d'être éliminée par un penalty qu'ils jugeaient en fabriqué. Deux publics, deux griefs totalement différents et un arbitre qui, au bout du compte, n'a presque satisfait personne. De son côté, la FIFA n'a absolument rien dit sur la prestation de Tantachev dans les jours qui ont suivi. Un silence d'autant plus frappant que l'instance a su communiquer rapidement, depuis le début du tournoi, sur les nouvelles règles technologiques et les standards disciplinaires. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un épisode de plus dans une série qui suit cette Coupe du Monde depuis sa première semaine. La fédération brésilienne a officiellement demandé à la FIFA de ne plus désigner l'arbitre César Ramos pour les prochains matchs de la sélection, après l'annulation par la vidéo d'un but de Vinicius Junior contre l'Écosse, une décision que les Brésiliens refusent de voir comme une erreur claire et manifeste. La fédération a même écrit directement au président de la FIFA, Gianni Infantino, en comparant cette décision à un contact similaire accordé à l'Argentine contre l'Autriche, plus tôt en phase de groupe. Dans sa lettre, le Brésil a aussi rappelé un souvenir de la Coupe du Monde 2018, évoquant ce qu'il considère comme un passif négatif avec Ramos lors d'un match de groupe contre la Suisse. Puis, il y a eu l'épisode qui a failli éclipser tout le reste au début du tournoi. Pendant la diffusion du premier match de l'Allemagne contre Curaçao, les caméras ont filmé l'arbitre vidéo australien, Shaun Evans, en train de faire un geste de la main formant un cercle avec le pouce et l'index, signe récupéré par des groupes suprémacistes blancs et classés comme symbole de haine par des organisations qui suivent dans l'extrémisme. L'association Anti-Discrimination Fire a accusé Evans d'avoir volontairement transmis un symbole d'extrême droite en direct et a demandé son retrait de toutes les fonctions restantes du mondial. La FIFA a ouvert une enquête puis l'a blanchi, affirmant n'avoir trouvé aucune violation de son code de conduite après qu'Evans a soutenu que le geste était inconscient et sans intention. Tout le monde n'a pas été convaincu et l'affaire a laissé un malaise durable autour de l'équipe arbitrale du tournoi. À cela s'ajoute une autre controverse. Un arbitre somalien a été refoulé à l'aéroport international de Miami par les autorités frontalières américaines, qui l'ont jugé inadmissible pour des raisons présentées seulement comme des problèmes de vérification. Dans une compétition où politique migratoire et sport international se heurtent d'une manière que personne n'avait vraiment anticipée, le refus d'entrée opposé à un officiel censé travailler dans le tournoi a été perçu comme une preuve supplémentaire que la politique atteignait les matchs avant même le premier coup de sifflet. Mis bout à bout, ces éléments empêchent de voir France-Paraguay comme une simple anomalie. Le match de Philadelphie ressemble plutôt à l'exemple le plus net d'une tendance qui définit déjà ce mondial. Les polémiques arbitrales ne sont pas des accidents dispersés, elles deviennent le fil rouge du tournoi, présentes à chaque tour, touchant presque tous les favoris et posant une question qu'il devient de plus en plus difficile d'éviter. L'arbitrage de cette Coupe du Monde est-il seulement irrégulier ou quelque chose de plus structurel dysfonctionne-t-il dans la manière dont les arbitres sont choisis, affectés et tenus responsables sur le sol américain? La France avance désormais vers un quart de finale contre le Maroc, l'un des matchs les plus chargés émotionnellement de ce tournoi. La rencontre est prévue au Gillette Stadium, près de Boston, avec un coup d'envoi dans l'après-midi du 9 juillet. Cette affiche dépasse largement les 90 minutes de jeu. La sélection française compte plusieurs joueurs d'origine marocaine ou nord-africaine, et la relation footballistique entre les deux pays n'a jamais été simple. Depuis l'histoire coloniale française en Afrique du Nord
jusqu'aux réactions profondément personnelles qui ont accompagné le parcours historique du Maroc vers les demi-finales de la Coupe du Monde 2022, lorsqu'il est devenu le premier pays africain et arabe à atteindre ce niveau. Les matchs entre ces deux équipes ne sont jamais de simples matchs. Ils portent des histoires familiales, des trajectoires migratoires et des questions d'identité qui apparaissent dans les tribunes bien avant le premier tacle. Le Maroc arrive à Boston comme l'une des équipes les plus en forme du tournoi, avec la même discipline défensive et la même intelligence tactique qu'il avait porté si loin au Qatar, mais avec un groupe plus profond et plus expérimenté. La France, malgré le tumulte arbitral qui l'a suivi hors de Philadelphie, arrive avec la ligne offensive la plus dangereuse du tournoi encore intacte. Mbappé mène la course au soulier d'or, toujours à égalité avec Messi au nombre de buts, mais devant lui aux passes décisives, et l'ensemble offensif français composé de Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué apparu dans ses meilleures soirées presque inarrêtables. La question qui plane sur Boston n'est pas seulement de savoir quelle équipe est la meilleure sur le papier, c'est de savoir si l'équipe arbitrale désignée pour un match aussi politique et émotionnellement chargé saura éviter de devenir l'histoire elle-même, comme tant achève à Philadelphie quelques jours plus tôt. Un débat plus large circule aussi parmi les analystes et les anciens arbitres pour expliquer pourquoi ces controverses se répètent dans ce mondial précis. Certains pointent les protocoles élargis de l'assistance vidéo, censés éliminer ce type de polémique, mais qui, dans plusieurs dossiers très visibles, ont simplement déplacé la colère de la décision de l'arbitre vers celle de l'équipe vidéo, sans réduire l'hostilité envers les officiels. D'autres insistent sur la taille même du tournoi, la première Coupe du Monde à 48 équipes, réparties entre 3 pays et des dizaines de fuseaux horaires coordonnés par des centres de contrôle installés dans des pôles comme Dallas plutôt qu'au stade. Cette distance physique entre la cabine vidéo et le terrain contribue peut-être, selon les critiques, à des décisions ressenties comme déconnectées de la réalité du jeu. Aucun de ces éléments n'efface pourtant ce que la France a vécu à Philadelphie. 13 fautes sans le moindre carton ne constituent pas un résultat arbitral normal, même dans un match à élimination directe fermé, physique et disputé, contre une équipe évoluant très au-dessus de son niveau historique. C'était la première fois depuis le sacre français à domicile, en 1998, qu'un adversaire jouait 90 minutes contre les Bleus en Coupe du Monde sans recevoir le moindre avertissement. Cette statistique suffit à mesurer à quel point ce match est sorti du cadre habituel, et elle explique pourquoi la colère des supporters français n'a pas disparu malgré la qualification. Mbappé, lui, n'a presque rien dit publiquement sur l'arbitrage depuis le coup de sifflet final. Il a laissé sa performance parler. Penalty décisif, total de buts augmenté et un pas de plus vers un soulier d'or qui marquerait sa carrière dans une Coupe du Monde déjà historique pour lui. Mais le football au plus haut niveau ne consiste pas seulement à savoir qui marque le plus. Il s'agit aussi de savoir si les conditions entourant ces buts permettent au jeu d'être pratiqué, jugé et retenu équitablement. Si les standards censés protéger les joueurs sont appliqués de façon égale, quelle que soit la fédération assez puissante pour déposer une plainte officielle, et quelle que soit celle qui doit simplement accepter le résultat et passer à autre chose. Cette question accompagne maintenant le tournoi dans sa phase finale, la plus intense. 8 équipes restent en course pour le trophée, les stades deviennent plus grands, les enjeux politiques autour de ce mondial particulier montent encore, et chaque décision arbitrale sera désormais scrutée par les fédérations, par les supporters et de plus en plus par des gouvernements qui observent bien au-delà du sport. La France et le Maroc régleront leur quart de finale à Boston le 9 juillet, mais le débat plus profond sur l'équité, la responsabilité et le véritable contrôle du résultat des matchs dans le plus grand tournoi de l'histoire du football est loin d'être clos. La FIFA est restée silencieuse jusqu'ici. La pression pour briser ce silence ne fera qu'augmenter. Il existe aussi une dimension économique, rarement abordée avec le drame sportif mais déterminante en coulisses. C'est la Coupe du Monde la plus coûteuse jamais organisée, avec des billets dépassant, selon plusieurs informations, les 1 000 $ dans certains stades de quart de finale, et des diffuseurs de dizaines de pays,
payant des montants records pour les droits d'un tournoi étiré sur tout un été. Quand autant d'argent dépend de chaque match, chaque décision arbitrale a des conséquences financières qui vont bien au-delà du score. Un but refusé ne met pas seulement fin au rêve d'une équipe, il peut remodeler des contrats de sponsoring, les audiences télévisées sur des marchés clés et la valeur commerciale d'une présence en demi-finale. Les critiques adressées à la FIFA affirment que l'organisation s'est davantage concentrée sur la maximisation des revenus de ce format élargi à 48 équipes que sur l'adaptation réelle des structures nécessaires à un arbitrage équitable. Cette critique vise particulièrement Gianni Infantino. Le président de la FIFA a passé une grande partie du tournoi aux côtés du président américain lors de cérémonies officielles, de visites de stades et de conférences de presse où les deux hommes se sont échangés des compliments sur l'ampleur et la réussite de l'événement. Infantino a publiquement salué l'implication du président américain dans l'organisation de la sécurité et de la logistique, tandis que ce dernier s'est attribué le mérite de ce qu'il a appelé à plusieurs reprises la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Cette proximité n'a pas échappé aux fédérations irritées par certaines décisions arbitrales. Plusieurs journalistes couvrant le tournoi ont relevé à moitié sérieusement qu'il devenait de plus en plus difficile de distinguer où s'arrête la décision de la FIFA et où commence le message politique du gouvernement hôte, surtout sur des sujets sensibles comme les pays autorisés à concourir ou les protocoles de sécurité appliqués aux supporters et aux joueurs étrangers. Le contrôle migratoire est lui aussi devenu un fil narratif inattendu du tournoi. Au-delà de l'arbitre somalien refoulé à l'aéroport de Miami, des informations éparses ont signalé, pendant la phase de groupe et les tours à élimination directe, des supporters de plusieurs pays soumis à des contrôles prolongés et, dans quelques cas, à des refus d'entrée purs et simples dans les ports des 3 pays hôtes. Des organisations de défense des droits humains ont demandé à la FIFA d'offrir des garanties plus claires afin que les détenteurs de billets et les officiels accrédités puissent voyager librement pour les besoins du tournoi. Mais, jusqu'ici, l'instance a largement renvoyé ces questions aux gouvernements nationaux, une position qui frustre les groupes de supporters, pris entre le football et des politiques migratoires auxquelles ils n'avaient pas demandé à être mêlés. Dans ce climat, on comprend mieux pourquoi un simple carton oublié à Philadelphie a explosé bien au-delà d'une plainte ordinaire contre un arbitre en difficulté. Les supporters ne sont pas seulement en colère contre 13 fautes et 0 carton. Ils le sont parce que ce chiffre s'inscrit parfaitement dans un été déjà marqué par des vérifications vidéo contestées, des sanctions discutées et l'impression persistante que les grands moments du tournoi sont façonnés par des forces qui dépassent largement les joueurs sur la pelouse. Les supporters paraguayens ressentent la même chose, mais dans l'autre sens. Ils sont convaincus que le penalty qui les a éliminés est né d'une simulation validée par un système vidéo trop puissant et trop opaque sur la façon dont il prend ses décisions. D'anciens joueurs ont commencé à s'exprimer publiquement, ajoutant encore de l'huile à un débat qui ne montre aucun signe d'apaisement avant Boston. Patrice Evra, ancien international français, a déclaré à la télévision française quelques jours après France-Paraguay qu'il n'avait jamais vu un match à élimination directe où une équipe subissait un tel niveau d'impact physique sans le moindre avertissement, y voyant non seulement l'échec d'un arbitre, mais celui de tout le processus de désignation et de contrôle qui a placé Tantachev sur cette pelouse. En face, des commentateurs paraguayens ont défendu l'approche de leur équipe comme une défense intelligente, physique et disciplinée, non comme un jeu sale, en affirmant que les commentateurs européens qualifient vite la dureté sud-américaine de cynisme, tout en saluant la même intensité lorsqu'elle vient d'équipes européennes. Cette tension, l'idée que les équipes européennes bénéficieraient d'un traitement plus indulgent de la part d'arbitres formés surtout dans une culture footballistique européenne, couvre depuis le début du tournoi. Le parcours du Paraguay jusqu'au quart de finale, construit sur l'élimination de l'Allemagne, quadruple championne du monde, a été célébré dans toute l'Amérique du Sud comme la preuve que les petites nations du football peuvent encore rivaliser physiquement et tactiquement avec les géants historiques. Le fait que la même approche physique qui a battu l'Allemagne soit devenue la source exacte de la polémique contre la France n'a échappé à personne en Amérique du Sud,
où plusieurs analystes accusent les médias européens d'indignation sélective selon l'équipe qui en bénéficie. Pendant ce temps, le tournoi continue d'avancer avec ses propres récits, prêt à entrer en collision avec le débat arbitral dès le coup d'envoi des quarts. L'Argentine, toujours portée par Lionel Messi dans ce que presque tout le monde suppose être sa dernière Coupe du Monde, a franchi les tours à élimination directe au terme de matchs serrés, tendus et pauvres en buts. Le total de Messi est à égalité avec celui de Mbappé à l'approche de la dernière ligne droite, installant une course aux souliers d'or, qui pourrait se jouer dans les tout derniers matchs et ajoutant une couche de surveillance à chaque décision concernant l'un ou l'autre joueur. Le moindre soupçon de traitement préférentiel envers l'une des deux stars, dans un sens comme dans l'autre, attirera désormais une attention mondiale immédiate, tant les supporters et les observateurs suivent leur duel statistique. Pour la France, la route après Boston mènerait vers une demi-finale, un stade atteint lors de 5 des 7 dernières Coupes du Monde, une régularité que presque aucune autre nation n'a égalée sur cette période. Didier Deschamps, déjà l'entraîneur le plus expérimenté du plateau encore en lice, a déclaré publiquement qu'il faisait confiance à ses joueurs pour contrôler ce qu'ils peuvent contrôler et laisser le bruit extérieur autour de l'arbitrage se dissiper de lui-même, une réponse mesurée fidèle à un sélectionneur qui a traversé bien des controverses en près d'une décennie à la tête de l'équipe nationale. Reste à savoir si ce calme tiendra si Boston produit à son tour une décision arbitrale contestée. C'est l'un des sous-récits les plus intéressants avant le quart de finale. Ce qui est clair, quel que soit le dénouement politique et commercial de cette histoire, c'est que le besoin de responsabilité envers la FIFA n'a pas été satisfait par le silence. Des groupes de supporters français, des associations de fans liées à la plainte du Brésil contre l'arbitre Ramos et des organismes indépendants surveillant les comportements discriminatoires dans l'arbitrage sont tous arrivés, chacun à leur manière, à la même demande cet été, une explication publique et transparente sur la façon dont les arbitres sont choisis, évalués et tenus responsables lorsque leurs décisions deviennent l'histoire à la place du football lui-même.